C'est un plaisir aujourd'hui d'entendre M. Mohamed Lee, qui est une bourse postdoctorale au CELAT, en collaboration avec la chaire d'enseignement de recherche interethnique et interculturelle à l'Université du Québec à Chicoutimi, sous la direction de M. Khadijatoula Fall, qui est le directeur du CELAT à l'UQAC. Il est aussi membre du projet ANR Mi-Primo sur le sujet « La migration prise au mot ». M. Lee a fait ses études doctorales à l'Université Paul-Valéry Montpellier III et elle a déjà fait un premier stage postdoctoral à l'Université de Calgary. Parmi ses champs de recherche, on compte des pratiques langagières, les analyses du discours, l'identité et le monde musulman. Très récemment, elle est très active dans ses recherches sur le débat autour de la place du halal dans les sociétés québécoises et françaises. Elle a déjà publié plusieurs publications dans les revues Signes, Discours et Société, la revue Altistis et Éducation et Société plurilingue. Elle est aussi en train de coordonner une parution de la revue Fallu sur la langue, religion et création littéraire. Elle est aussi membre du comité organisateur pour notre colloque ici ce printemps au congrès ACFAS. Et il était membre du comité organisateur du colloque international sur le halal dans tous ses états l'automne dernier. Aujourd'hui, il nous livre une conférence sur le débat autour de l'islam et le halal en France et au Québec. Donc, bienvenue Mohamed parmi nous. Merci. Merci Alison. Je vous remercie pour votre présence et je voudrais juste prendre une minute pour remercier le CELAT, remercier Alison, remercier Célia, donc, parce qu'en réalité, c'est la deuxième bourse postdoctorale dont je bénéficie. Et ces deux bourses, ces recherches tirent à leur fin. Et je voudrais faire un petit témoignage sur les choses que j'ai pu réaliser donc avec ces financements-là. Donc la bourse m'a permis en réalité de mener des travaux, comme cela a été rappelé par Alison, sous la direction du professeur Khadijatoula Fall, titulaire de la série à l'UQAC, donc sur la mort musulmane, sur le halal, mais également des recherches sur le mot vivre ensemble. Nous avons ensemble étudier le terme pour voir comment est-ce qu'il s'installe dans le débat public, comment est-ce qu'il est repris dans le marché linguistique, pourquoi, par qui, comment, etc. Et indépendamment de cela, la bourse m'a permis également de participer à de nombreuses manifestations scientifiques, enfin nombreuses, 4, en finalement 1 an à peine, donc je pense que c'est assez intéressant. Pour la suite de la carrière et surtout de terminer des publications, même si elles sont jusqu'ici indépendantes de l'objet du projet que j'avais soumis au départ. Mais il faut dire que des publications sont en cours, puisque avec Khadijatoula Fall et Mamadou Nongo Dime, nous préparons la publication des actes du colloque sur le halal. Donc les articles dont tu as parlé, Alison, sur la violence verbale, un article sur la violence verbale que j'ai pu terminer grâce à cette bourse. Article, j'aime beaucoup travailler en binôme, article que j'ai co-publié avec un ami anthropologue qui s'appelle Abdourahmane Seck et qui est paru dans Signes, Discours et Société, donc en 2012. Un autre article que j'ai pu terminer et co-publié avec Khadijatoula Fall sur les débats télévisuels d'inclusion qui figure dans l'ouvrage collectif les récits collectifs et les nouvelles écritures visuelles, donc ouvrage du CELAT. J'ai pu également, grâce à cette bourse, terminer un autre article que j'ai co-publié avec une collègue indienne, Madhura Joshi. L'article porte sur les rapports aux langues. Enfin, j'ai pu faire une note de lecture sur l'ouvrage La mort musulmane qui est paru dans Altistis. Donc je tenais vraiment pour tous ces acquis-là à remercier le CELAT, tous les membres du CELAT, même si aujourd'hui beaucoup sont ici absents, mais je suis sûr que Alison leur portera ces remerciements. Oui. Pour en venir donc à ma communication du jour,
donc, qui s'intitule « Dialogisme et vivre ensemble, l'islam en débat en France et au Québec ». Donc, je vais tout d'abord dire qu'elle est axée essentiellement, cette communication, sur une étude des formes de présence de l'autre, interlocuteur ou locuteur antérieur, et les formes de présence du discours d'autrui, que ce soit à travers des discours mémoires, des textes fondateurs, des citations comme nous le verrons, qui émergent lorsque le mot islam apparaît comme co-occurrence du mot vivre ensemble. Auparavant, il me semble nécessaire de revenir sur la définition de la notion de dialogisme, qui sera importante dans l'étude du corpus. Également de revenir sur le mot vivre ensemble, afin de considérer les formes de son inscription dans l'intertexte scientifique, de les rappeler du moins, de parler de la science qu'il acquiert depuis quelques années dans les débats publics en France et au Québec, de parler de ses conjonctions multiples, et j'allais dire multiformes avec l'islam, ou en tout cas des questionnements relatifs à l'islam, par exemple à travers la présence de certains signes de visibilité de l'islam dans l'espace public. Ensuite, je présenterai quelques analyses de corpus et pour finir, rapidement, j'évoquerai quelques hypothèses tirées de ce travail exploratoire. Donc rapidement sur le dialogisme. On le sait, la paternité de la notion de dialogisme est généralement attribuée au cercle de Prague, avec Bakhtin. Rappelons que pour Bakhtin, l'expression doit être considérée comme une activité sociale insérée dans un tissu de relations dialogiques et non comme un acte individuel isolé. Bakhtin dit qu'il ne saurait y avoir d'énoncé isolé. Un énoncé présuppose toujours des énoncés qui l'ont précédé et qui lui succéderont. Il n'est jamais le premier, jamais le dernier. Ce qui fera dire à Todorov, le discours rencontre le discours d'autrui sur tous les chemins qui mènent vers son objet et il ne peut pas ne pas entrer avec lui en interaction vive et intense. Seul l'Adam mythique, abordant avec le premier discours un monde vierge et encore non dit, le solitaire Adam pouvait vraiment éviter absolument cette réorientation mutuelle par rapport au discours d'autrui. Et comme le fait remarquer Ducrot, la notion de dialogisme remet en cause l'unicité du sujet parlant, puisque tout énoncé, finalement, signale dans son énonciation la superposition de plusieurs voix. Autrui est donc indispensable dans la construction du sens du discours, du sens de la parole, mais aussi dans la construction du sujet parlant. Suivant la pensée de Bakhtin et de différents auteurs qui ont été des continuateurs, je pense à Todorov, que j'ai cité, Ducrot, Otierevuz, qui a énormément travaillé sur l'hétérogénéité du discours, mais également d'autres continuateurs comme Brest-Ciblot, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur à Montpellier. L'on distingue plusieurs types de dialogisme. Un dialogisme constitutif, une assertion que je vais citer de Bakhtin, résume bien les ressorts de ce qu'il est convenu de nommer ce dialogisme constitutif. Il dit, je le cite, « Les individus prennent place dans le courant de la communication verbale, ou plus exactement, leur conscience ne sort des limbes et ne s'éveille que grâce à son immersion dans ce courant. » Nous ne formulons pas donc une pensée ex nihilo. Nous le faisons à travers une langue, des mots qui sont déjà là. Aussi, comme le dit Otierevuz, l'autre n'est pas un objet, mais une condition du discours d'un sujet parlant qui n'est pas la source première de ce discours. Cela veut dire quoi? L'autre n'est pas un objet extérieur dont nous parlons. Il est, si je puis dire, une condition constitutive de notre prise de parole. Enfin, comme le rappelle Todorov, chaque mot, sans le contexte,
et les contextes dans lesquels il a vécu sa vie sociale intense. Passons à présent au dialogisme interdiscursif. Ce dialogisme indique la manière dont un discours entre en interaction avec d'autres discours antérieurs tenus sur le même thème. On ne dialogue pas seulement avec un interlocuteur, mais avec plusieurs voix. Le discours, dans sa saisie d'un objet, rencontre les discours précédemment tenus sur le même objet. Le dialogisme interlocutif, quant à lui, repose sur la relation entre le locuteur et son interlocuteur. Un discours est influencé par son interlocuteur, même si celui-ci est physiquement absent. La parole est donc en ajustement à l'interlocuteur et à la manière dont le locuteur le perçoit. Elle est par conséquent l'expression d'une intersubjectivité. Pour finir, le dialogisme intralocutif, dit plutôt aussi autodialogisme, décrit quant à lui le fait qu'un discours entre en interaction avec lui-même. Je reviendrai donc pour décrire le corpus que j'ai récolté sur cette notion de dialogisme et ses différentes typologies rapidement évoquées. Parlons à présent du terme « vivre ensemble ». Vous le savez, le vivre ensemble tel qu'il est employé aujourd'hui dans les sciences sociales doit beaucoup aux travaux de Hannah Arendt, de Roland Barthes et de Alain Touraine. C'est en pensant les conditions politiques de la vie collective dans un monde post-totalitaire, mais en proie au péril de la modernité, des avancées technologiques et des aléas de la société de masse, que Arendt énonce le vivre ensemble. Pour elle, le vivre ensemble est l'essence même de la politique. La politique émerge dans les interstices de la pluralité comprise entre les hommes. Je trouve que ce dernier énoncé est même en intelligence avec la définition du dialogisme. Au-delà de la diversité des héritages et des traditions, pense-t-elle, chaque être humain doit être à même d'apporter à la pluralité et donc au vivre ensemble ce qu'il a de plus singulier. La problématique de l'aliénation, ou autrement dit celle de la liberté dans la pluralité, se retrouve également dans la pensée de Roland Barthes. Chez Barthes, le vivre ensemble est actualisé dans une réflexion qui tend à théoriser une sociabilité permettant une vie collective sans aliénation, ce qu'il appelle l'idiorythmie. Dans la réflexion plus actuelle de Touraine, le vivre ensemble mène à la recherche des moyens permettant de vivre égaux et différents. Vivre ensemble donc, sans un rejet de l'autre, à la faveur d'un recentrage sur nos identités et nos héritages culturels pour faire face aux bouleversements techniques et économiques. Ce qui me rappelle d'ailleurs la manière dont la notion est très souvent utilisée par un des membres du CELAT, qui est Meki Berada. J'ai cité ici beaucoup de chercheurs, mais pas de membres du CELAT, pour ne pas faire dans l'endogamie de la recherche et dans l'autocitation. Mais vous le savez mieux que moi, nombreux sommes-nous à travailler sur cette notion. Alors, bien sûr, la construction d'un savoir étant par essence dialogique, la pensée des trois premiers auteurs que j'ai cités est d'une façon ou d'une autre indissociable des écrits d'autres auteurs qui ont pensé l'altérité, la pluralité, le lien social, le pouvoir et l'action, l'espace public, la société politique, l'exercice de la liberté, etc., etc. L'on peut citer, sans volonté d'allocation de primauté ou de paternité, d'autres chercheurs comme Renard, comme Durkheim, comme Foucault, comme Habermas, comme Elias, etc. Et en filiation directe à ces différents auteurs, ou dans leur critique, ou dans l'élargissement de leurs travaux, le vivre ensemble a trouvé une entrée dans les recherches de nombreux chercheurs en sciences sociales. Comme en atteste une bibliographie imposante, il est aujourd'hui inscrit dans des cadres théoriques qui s'évertuent à penser les défis et les conflits des sociétés dans lesquelles nous vivons. Son évolution a pour socle
des réflexions qui concernent le lien social. J'ai cité Dacheux, Chebel, Godin, l'exclusion sociale, l'espace public, le multiculturalisme, la non-violence et la citoyenneté, le dialogue interculturel, la réconciliation dans des situations post-conflictuelles, comme chez Diboué et Mutombo, l'immigration, les politiques publiques, l'éducation, etc., etc. On le voit donc, l'inscription du vivre ensemble dans l'intertexte scientifique s'opère, entre autres, dans une problématisation, dans une théorisation, ainsi qu'une quête de solution à diverses formes de dissonance inscrites dans l'aliénation, la non-intégration, l'inégalité et à divers autres défis politiques et conflits auxquels nos sociétés sont actuellement confrontées. Mais, et c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette communication, c'est de voir comment cette ancienne, cette vieille expression du discours savant, donc puisqu'on a cité des auteurs comme Renan, Barthes, etc., etc., sera recyclée, comment cette expression est recyclée à un moment donné du discours social, aussi bien en France qu'ici même. Ce recyclage va conférer à l'expression un nouveau destin, celui d'un terme qui s'actualise dans l'énonciation d'un affaiblissement, d'un délitement du lien social avec divers facteurs, mais indéniablement en rapport également avec l'immigration et avec le passage de l'islam à l'Est, avec l'immigration musulmane. Et également avec la présence des signes de visibilité de l'islam dans l'espace public. Ici même, on le sait, le vivre ensemble a été abondamment présent dans les débats sur les accommodements raisonnables, et sans peut-être avoir été actualisé dans la même configuration, dans les mêmes formes, sans peut-être avoir la même densité qu'ici, l'expression en France a pu gagner fréquence et densité à la faveur des débats sur l'immigration, la laïcité, l'identité nationale, l'islam et ses signes de visibilité. Je passe maintenant à la présentation de quelques éléments de corpus. Je pense déjà présenter ceci. Donc, en commençant par un résumé, ce qui avait été dit donc, sur la notion de dialogisme. Donc, comme pour schématiser, comme pour mieux présenter ces éléments de corpus. Donc, pour résumer ce que nous avons énoncé tantôt sur les divers types de dialogisme, disons que l'énoncé dialogique constitue une reprise, une mention du discours de l'autre ou de soi-même. De soi-même dans le cas, on l'a dit, de l'autodialogisme. Un énoncé que l'on pourrait schématiser E, petit e, se voit mentionné par l'énoncé E, hein, de manière explicite et repérable, c'est quelquefois le cas, mais également de manière totalement implicite dans d'autres cas, et parfois de manière tout simplement présumée quand on anticipe les propos que pourrait avoir un énonciateur X ou Y. Alors, pour entrer dans le détail de l'analyse linguistique, je vais maintenant présenter une recension donc, de différents marqueurs dialogiques dans des textes de presse donc, que j'ai recueillis. Vous en verrez quelques qui ont été recueillis ici et d'autres en France. Donc, en commençant par le dialogisme citatif. Donc, vous avez là des énoncés de corpus où l'on note que l'actualisation du vivre ensemble est trempée dans des textes fondateurs, des textes mémoires, dans lesquels il a été préalablement théorisé. Par exemple, ici, parmi les marqueurs, on a cette référence implicite à Renan avec sa fameuse définition de la nation comme une commune volonté de vouloir vivre ensemble et que l'on retrouve glosé, paraphrasé dans ces différents extraits, vouloir vivre collectif, une volonté collective de vivre ensemble, un vouloir vivre ensemble, etc., etc.
Il y a un autre dialogisme citatif avec, et retrouve énormément dans le corpus, où on voit un énonciateur E1 reprendre explicitement cette fois les propos d'un énonciateur E2. Par exemple, dans l'exemple 4, vous avez le collectif des auteurs, d'accord, qui a publié un texte sur le devoir, qui, sur le mode du dialogisme citatif, va appuyer l'énonciateur E2, M. Duchépé. D'accord? C'est pareil pour l'exemple 5. Pour l'autre exemple, on voit un énonciateur E1, Claude Barito, interagir avec E2, c'est-à-dire les commissaires de la commission sur les accommodements raisonnables. Ensuite, une présence importante, massive, d'un dialogisme interdiscursif. Ici, la relation dialogique s'opère dans une interaction à autrui ou à la parole d'autrui dans l'objet même du discours. J'ai là souligné quelques marqueurs. Ensuite, un dialogisme interdiscursif et un dialogisme interlocutif où, dans ce troisième type, on a des marqueurs, d'accord, qui montrent la relation entre le locuteur et son interlocuteur. Très souvent, le locuteur anticipe la réaction de son interlocuteur de 1-1 en répondant aux propos qu'il lui prête ou en formulant par avance ce qu'il pense qu'il pourrait lui répondre. La parole est donc en ajustement à l'interlocuteur et à la manière dont le locuteur perçoit le vivre ensemble. On le voit très bien dans, par exemple, cet énoncé de Salah Bassamala. Ensuite, un dialogisme intralocutif, d'accord. Par exemple, dans cet autre énoncé qui a été recueilli en France, d'accord, où là, on le voit, le discours produit par E1 sur le vivre ensemble est en interaction avec lui-même. Alors maintenant, si on affine l'analyse pour s'intéresser de plus près, de manière plus détaillée, aux marqueurs dialogiques plutôt, on peut là voir d'autres énoncés qui amènent également à d'autres types de conclusions et d'autres types d'hypothèses que nous aborderons en conclusion. Les marqueurs les plus apparents dans ce sens sont dans la modélisation autonomique, donc la citation, cette hétérogénéité montrée du discours d'autrui dont parle Authier-Revuse, d'accord. Par exemple, dans ces extraits où le terme vivre ensemble est mis entre guillemets, où il est donc à la fois en usage et en mention. La modélisation autonomique montre la distance de l'énonciateur 1 par un retour méta-énonciatif par rapport au terme. Autre exemple, donc vous le voyez ici, le vivre ensemble est à chaque fois mis entre guillemets, donc une forme de distanciation qui s'opère. Ensuite, d'autres formes de marqueurs dialogiques qui renvoient à des formes de réglage du sens. Il y a de nombreux énoncés, en effet, où s'opèrent des réglages du sens introduits par l'énonciateur E1 par rapport à des acceptions du vivre ensemble prêtées à un énonciateur E2 présent ou absent. Ces réglages du sens s'opèrent souvent avec des adverbes qui postulent un autre vivre ensemble, meilleur, harmonieux, etc., distinct d'un vivre ensemble implicitement posé, donc comme imparfait. D'accord? Vous avez un autre exemple ici. Donc, mieux vivre ensemble, pour mieux vivre ensemble harmonieusement. Ensuite, autre marqueur
dialogique, c'est la nominalisation. Hein? C'est une hypothèse. Nous, on a travaillé sur la nominalisation du vivre ensemble et spécifiquement dans le discours, dans le débat public québécois, en essayant en montrant, donc à partir de la recension de ces occurrences dans les textes de presse, que la nominalisation est plus fréquente chez les intellectuels et que cela participait d'une stratégie de repositionnement des intellectuels dans un débat marqué par le brouhaha, marqué par les stéréotypes, où ils essayaient en quelque sorte de relégitimer donc leur position et également de manière pragmatique, on va dire, à la société de dicter une certaine acception du lien social. Donc ça a été émis comme hypothèse. Je pourrais y revenir. Par exemple, nous en avons beaucoup débattu l'année dernière lorsque nous avons organisé le colloque à Beaupré, donc sur le vivre ensemble. Mais ici, ce qui apparaît, c'est une appropriation du vivre ensemble par un qui semble installer le terme comme admis. D'accord? Donc on le voit, le vivre ensemble, un vivre ensemble, etc. Ensuite, d'autres marqueurs dialogiques qui montrent juste un enchâssement. Hein. Le dialogisme peut apparaître comme un procédé par lequel l'énoncé « e » est simplement enchâssé dans un autre énoncé. Ensuite, des exemples de réfutation dialogique. Par exemple, dans un de ces exemples, se plier à toutes les exigences des groupes minoritaires. Un propos que Jacob prête à X, hein, un inconnu, et qu'il prend soin de contredire. Un autre exemple de réfutation est dans l'énoncé suivant, d'accord, où tous les arguments de l'énonciateur E2 sont refutés. Seuls ceux de E1 sont soutenus. Ces marqueurs dialogiques peuvent également participer de l'interrogation, c'est-à-dire une mise en débat d'un énoncé E, petit e, par E1. D'accord? C'est le cas ici. Doit-on s'abstenir entre-temps de toute action visant à définir les conditions du vivre ensemble? Donc, une mise en débat qui procède par l'interrogation. D'autres fois, c'est le conditionnel. Hein? Il y a comme un conditionnel dialogique qui porte sur les termes ou les conditions du vivre ensemble et qui indique une distance de E1 par rapport à ce qui a été dit sur le vivre ensemble. D'accord? Ensuite, il y a les oppositions au terme même de vivre ensemble, tel qu'il est énoncé par des politiques, tel qu'il est énoncé dans l'intertexte scientifique, etc., etc. J'en ai montré un nombre conséquent, assez conséquent, et je pourrais le faire en ouvrant mon ordinateur. Très souvent d'ailleurs, dans des extraits de presse que j'ai récoltés en France, lors du colloque sur la dissonance, donc du colloque étudiant sur la dissonance, mais j'ai élagué certains extraits parce qu'ils ne sont pas forcément en rapport avec ce que une conjonction entre vivre ensemble et islam. D'accord? Mais il y a de nombreux extraits de corpus où le terme même de vivre ensemble est remis en cause, donc avec des marqueurs dialogiques où on voit une opposition, une réfutation par rapport au discours d'autrui. Quelquefois, parce que l'on considère que c'est un mot qui appartient au politiquement correct, ou c'est un mot qui subit une certaine imposition du politique, etc., etc. J'en viens à présent à la conclusion, avant que nous puissions échanger donc sur ces différentes hypothèses. Au bout du compte, ce qui se donne à lire dans les différents marqueurs dialogiques,
c'est que les positionnements des locuteurs fonctionnent souvent sur le principe de la citation, de la valorisation, mais également de la dévalorisation, de l'interrogation, de la critique et de la réfutation même du terme de vivre ensemble. Le terme vivre ensemble demeure également attaché, on l'a vu, on l'a dit, à des textes notoires, donc des textes mémoires, Renan, Arendt, Barthes, à des citations d'autorité. J'ai un peu moins montré des éléments de corpus y afférents, mais l'utilisation par Charest du terme à ce moment précis où il confie une mission à Bouchard et Taylor entraîne des occurrences multiples de la notion dans le débat public et dans les discours de presse. Il y a donc des phénomènes de reprise qui sont importants. Le parcours dialogique du terme donne la mesure des changements sociaux qui se produisent et qui s'installent dans l'angoisse, dans la polémique, dans la controverse. Aussi, il apparaît que le terme est actualisé dans la dynamique des controverses entre la coexistence entre des groupes majoritaires et des individus issus de l'immigration, mais aussi dans la coexistence des différentes cultures, dans la coexistence des différentes religions. Il y a également la récurrence de l'expression « vivre ensemble », c'est une hypothèse, avec la visibilité de l'islam comme question de l'immigration, et d'autre part, la manière dont ces deux mots, islam et vivre ensemble, s'inscrivent dans une circulation discursive où s'entrechoquent des appréhensions différentes de la diversité, de la laïcité, de l'immigration, etc. Dès lors, le vivre ensemble dans le débat public s'actualise fortement autour d'un questionnement: comment vivre avec cette nouvelle donne qu'est l'islam, qui s'implante et devient de plus en plus visible. En effet, ce sont parfois les valeurs de cette communauté qui sont mises en relief, même si elles ne sont pas toujours expressément déclinées. On débat d'identité nationale, on débat d'accommodement raisonnable, etc., de laïcité, etc., etc. On verra que dans plusieurs textes, il n'y a pas une nomination explicite de ces acteurs ou actants du vivre ensemble. Il n'y a pas une nomination explicite de l'islam, mais quand même, il revient très souvent. Se pose alors la question de leur accommodement dans une situation où des individus, des groupes rejoignent des fondements déjà là. Mais le terme islam n'est pas... Les termes islam et vivre ensemble ne sont pas uniquement capturés dans l'expression de la controverse portant sur la coexistence entre un groupe majoritaire et des individus issus de l'immigration, ou, comme je l'ai dit, sur la coexistence de différentes cultures, etc., etc. Donc, le vivre ensemble n'est pas uniquement, ou n'est pas seulement figé dans l'expression d'un affaiblissement du lien social du fait de la présence musulmane ou des signes de visibilité de l'islam. En même temps que son parcours discursif donne la mesure des changements sociaux qui se produisent et qui s'installent, comme on l'a dit, dans l'angoisse et la dissonance, sa propagation s'ouvre également à des discours qui disent le compromis, qui disent l'inclusion, qui disent la convergence. Il y a, cela on peut le noter, c'est perceptible à travers les nombreuses formes de réglage intersubjectif sur les contenus, la perfectibilité du vivre ensemble, la constructibilité du vivre ensemble. Moi, je pense que c'est le mérite, justement, de l'analyse dialogique, de faire ressortir, de nous faire sortir plutôt des oppositions binaires, exclusion, inclusion, conflictuel, pacifique, séculier, laïque. Des oppositions binaires qui, très souvent, caractérisent l'examen, l'étude de ces débats de société. Cette approche dialogique leur rend donc toute leur complexité. Là où il y a de la dissonance, il y a de l'intersubjectivité, on l'a vu. Là où il y a un conflit ou une guerre du sens, il y a des réglages du sens qui s'opèrent et des convergences qui s'opèrent. À travers le tissu de relations interdiscursives et interlocutives que l'approche dialogique dévoile,
on découvre certes l'intensité de positionnement antagonique, mais on découvre également une dimension moins conflictuelle des représentations de l'autre. Voilà ce que je voulais dire en guise de préambule. Merci. Merci Mohamed pour cette présentation fort intéressante. On a le temps pour les questions maintenant. Qui veut partir le débat aujourd'hui? Ah oui, c'est parfait. Oui. Vous parlez, en tout cas votre analyse, vous la faites autant en France qu'au Québec, puis vos conclusions sont générales pour une partie de distinction de traitement entre la France et le Québec. Pour vous, ça va dans le même sens, ou du moins, on vit dans le même siècle? Non, ce qui m'apparaît, comme je l'ai dit, assez perceptible, c'est que dans les deux cas, il y a un recyclage de la notion à des moments où il y a un débat, ou en tout cas l'idée qui circule d'un affaiblissement, d'un délitement du lien social. On parle de ce délitement ou de cet affaiblissement du lien social dans des débats, comme on l'a dit ici, les accommodements raisonnables, là-bas, l'identité nationale, etc., etc. Et il y a une conjonction forte qui s'opère entre islam, ou signe de visibilité de l'islam, et vivre ensemble. Maintenant, il y a également des divergences qui apparaissent dans la manière dont la notion s'actualise, mais cela reste à confirmer. Nous sommes dans un travail exploratoire. Il semblerait que ici, l'actualisation, en tout cas le regain d'emploi, la densité, la science de la notion s'effectue, comme je l'ai évoqué, peut-être un peu trop rapidement, par le haut. On l'a dit, 2006-2007, l'affaire Hérouville et tous les problèmes qui suivent, les accommodements raisonnables, Charest qui utilise l'expression, les intellectuels qui abondamment réutilisent l'expression, etc., etc. Alors qu'en France, il semblerait que la dissémination de l'expression, sans pour autant être fondamentalement toxique, s'opère un peu plus de manière verticale ou par le bas. Donc voilà ce que je veux dire pour l'instant. Il y en a certainement d'autres conclusions à tirer dans une dynamique comparative ou dans une perspective comparative France-Québec, bien entendu. J'ai bien aimé l'expression que tu as utilisée de densité du terme vivre ensemble, comment. Mais en même temps, je trouve ça paradoxal parce que dans les exemples que tu as montrés, parfois je trouvais que vivre ensemble c'est un peu une coquille vide. C'est en fait qu'on le met de l'avant pour peut-être montrer qu'on connaît le terme. Je ne sais pas comment ça s'inscrit dans le cadre théorique, mais c'est un peu ça. On montre qu'on connaît le terme, on montre qu'on est en accord vite, mais on évite justement de le définir, de le mettre en mots, finalement, en synonyme. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué. Puis peut-être par rapport au discours intellectuel, hein, au début de ta présentation, tu as bien montré comment comme Barthes, eux ont vraiment essayé de le définir. Puis bon, mais avec le temps, on dirait que on garde le cocon, mais l'intérieur est comme un peu moins dense, peut-être. Oui, pas seulement moi. Nous avons eu cette impression de vide-là en travaillant sur dont tu parles, en travaillant sur le corpus. Effectivement, il n'y a pas véritablement une consistance conceptuelle forte qui est donnée à la notion, en tout cas dans le discours de presse. Maintenant, il y a une hypothèse que nous avons formulée, parce qu'à un moment donné, nous avons considéré la notion comme une formule. Nous avons pensé qu'elle avait une consistance formulaire. La formule comme en parle Craig Planck, par exemple, qui a étudié les notions de purification ethnique, de développement durable, etc. etc. Et justement, nous avons fait un rapprochement entre la manière dont, par moment, la notion fonctionne avec celle d'autres notions comme développement durable, justement. Craig Planck parle de la notion de développement durable comme une notion comme une formule qui opère une neutralisation, un dépassement du conflit. Et il me semble qu'il y a également un peu de ça dans ce vide-là que tu remarques dans les actualisations de la notion. Est-ce que finalement,
il n'y aurait pas une visée, une finalité irénique qui voudrait faire dépasser justement le conflit, la tension, les heurts, la dissonance, la controverse, et qui passe par, comme ce semblant de vide-là, qui est quand même, après tout, relativement consensuel et aisé, qui rend l'actualisation de la notion plutôt aisée et consensuelle. Oui. Mais c'est pour revenir sur, mais comme tu disais, c'est de la presse aussi, c'est ça, donc on ne peut pas avoir une profondeur théorique comme chez Barthes. Oui, je dans la presse, c'est ça. Non, mais on peut l'oublier quand on regarde, c'est pour ça. C'est pas pour... merci beaucoup pour l'exposé, puis pour je connaissais l'approche de Bakhtin sur la subjectivité, mais là c'est vraiment un cours sur le dialogisme avec toutes les déclinaisons, etc. C'était, je voulais te remercier pour ça, c'était assez bien fait. Et après, j'aurais du coup trois points. Je voulais savoir, est-ce que tu parles du recyclage, et puis en même temps, moi ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que tu mets derrière recyclage, parce que tu dis s'actualise, alors est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que si on avait mis l'actualisation, c'était pareil? Est-ce que tu entends autre chose de spécifique qui veut dire que vraiment on fait une nouvelle notion de vivre ensemble? Ou est-ce que c'est des usages politiques, ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique là-dessus? Après, je me demandais comment vous avez fait, ou tu as fait pour choisir en fait les corpus, parce que c'est super éclectique, et du coup ça sous-entend des positionnements politiques différents. Par exemple, je ne connais pas trop pour le cas québécois, mais pour la France, on passe de rue 89 au Figaro, qui ne sont pas les mêmes positionnements en termes de débat, surtout sur des questions qui ont trait au questionnement par rapport à la place de l'islam en France, qui sont des questions assez chaudes et traitées de manière complètement différente là. Et ce que tu montrais d'ailleurs dans rue 89, c'était bien ça, tous les questionnements qu'il y a eu autour des lois sur le voile. On aurait pu rajouter le halal, par rapport à la France, qui dépend complètement de ce que tu nous présentais. Et par rapport aux journaux québécois, je ne connais pas trop, mais c'est vrai qu'on a eu, j'ai l'impression qu'il y avait 90%, c'était Le Devoir. Est-ce que c'est un choix, ou est-ce que... Donc comment vous faites? Est-ce que vous posez tous les journaux, ou il y a un moteur de recherche? Est-ce que tout ça, c'est... c'est les méthodes, comment vous faites pour analyser ça? Et après, j'aurais tendance à me demander, tu disais, c'est vrai que c'est un travail exploratoire, mais je me disais, est-ce que tu penses, ça rebondit sur ce que disait monsieur, est-ce que tu penses prendre en compte les possibilités d'influence des modèles politiques et sociaux dans leurs différences, c'est-à-dire le modèle multiculturalisme ici, ou le modèle républicain universaliste en France, pour voir quelles influences ils peuvent avoir sur les occurrences ou co-occurrences des termes de vivre ensemble et l'islam? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes, dans ces modèles politiques, je pense, les mêmes rapports les mêmes rapports historiques à l'islam, et puis les mêmes rapports à l'immigration. Et c'est vrai que, par exemple, je pense en France, on comprend beaucoup de choses quand moi je trouve avec les propos de l'anthropologue Didier Tassin, quand il nous dit qu'en fait il y a beaucoup de... On assimile l'islam à l'islamisme souvent dans les médias, je pense que c'est comme ça qu'il en parle, et puis immigration immigrée à étrangers, et quand il nous dit qu'on en vient à considérer certains Français, citoyens français, à les percevoir comme des étrangers, c'est-à-dire qu'avant de penser que ce sont des citoyens français sur le papier, on perçoit des étrangers par rapport à un nom qui a une consonance islamique, par rapport au fait de porter un voile, une barbe, etc. Et peut-être que ça peut être quelque chose qui permet aussi de donner un contexte général pour voir s'il y a des distinctions ou non dans les usages entre les deux endroits. Tout d'abord, je commencerai par la question sur la méthodologie. En fait, je pense que j'aurais dû faire cette précision. En fait, je me suis basé sur deux matériaux différents. Il y a des approches différentes en ce qui concerne la France et ici. En ce qui concerne ici, en fait, moi, quand j'ai commencé le postdoc avec Khadijatou Fall, j'ai trouvé un document extrêmement bien fait. Je pense d'ailleurs qu'il est un document du CELAT, qui opère en fait une recension extrêmement bien fouillée à partir de la base de données Eureka des occurrences du vivre ensemble dans la presse québécoise. Donc c'est un document extrêmement bien fait où on voit de 2006 à pratiquement 2011 comment la notion circule et chez qui, dans quel journal, etc.
on peut même voir, donc, quels sont comment dire, les universitaires, de quelle université qu'il emploie le plus, dans quel journal la notion apparaît le plus, dans quelle rubrique la notion apparaît le plus, etc., avec des graphiques, etc. Donc, j'avais là une base de travail très intéressante. Donc, avec, je veux dire, donc un travail lexicométrique qui est effectué, etc., des graphiques, etc., etc. Mais en ce qui concerne la France, j'ai procédé, j'assume le mot, comme de manière artisanale. D'accord? Je suis allé, non pas faire la recherche, non pas à partir de bases de données, etc., mais en tapant fréquemment les mots vivre ensemble, parfois vivre ensemble islam, etc., etc. Et effectivement, on peut là où c'est intéressant, la question m'a été posée lors du colloque étudiant, c'est pourquoi est-ce que j'en ai retrouvé plus dans Rue 89, qui est un journal de gauche, hein, etc., etc., fondé par des anciens de l'Observateur, etc., etc. Et ça renvoie à la question du nécessaire élargissement à faire, donc avec les modèles politiques. Hein. Je pense que je n'en suis pas encore là, mais effectivement, c'est un travail qui est extrêmement intéressant à faire et à lier avec la notion de formation discursive que l'on retrouve chez Pêcheur, chez Foucault, etc. Je pense que oui, il y a là un travail à faire. Maintenant, pourquoi est-ce que nous parlons de recyclage? Parce que justement, à partir du premier document, ça c'est une conclusion qui peut être valable ici, puisqu'il y a des données statistiques précises. On voit que des pics d'emploi, des pics d'usage, d'occurrence, et parfois des baisses, donc des flux et des reflux, en fonction des événements politiques et des débats de société qu'il y a ici. Vous voyez? Donc l'expression avait comme, je n'allais pas dire disparu, mais enfin, était relativement peu employée dans le débat public, en tout cas dans le débat médiatique, avant 2006, et puis arrive l'affaire Hérouville, les accommodements raisonnables et tout ce qui s'ensuit après, d'accord, et le kirpan, le hijab, le niqab, les cimetières, les lieux de culte, etc., etc. Et là, il faut refonder le vivre ensemble, il faut refonder, il faut recoudre le lien social qui s'est délité, etc., qui s'est effrité, etc., etc. Donc là, oui, cette conclusion-là, je pense, elle est vraiment valable si on la tire à partir d'ici. Oui, parfait. Merci. Oui, les alliés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais un autre. Oui, moi, j'en ai une autre peut-être. Tu étais concentré vraiment sur l'occurrence vivre ensemble. Donc, des fois, ça peut... tu as peut-être vu d'autres types de mots qui ressemblent à vivre ensemble. Fait que là, je t'amène sur le terrain peut-être très basique pour un linguiste, mais des synonymes puis des antonymes. Puis l'antonymie me paraît très intéressante. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on oppose à vivre ensemble? Parce que je vois qu'on le qualifie, on parle d'harmonieux, de mieux, mais justement, c'est quoi sa dialogie? Il est en dialogie avec quel autre terme? Oui, ben, c'était pas, si vous voulez, l'objet de mon propos, mais il est fortement en dialogisme avec nation, avec nationalisme, avec société, etc., etc. Et il y a également le fait intéressant à noter que d'autres termes, et c'est là où également où je reviens à la notion de recyclage, il y a d'autres termes qui disent le lien social. D'accord? Lien social d'abord, cohésion sociale, etc., valeurs communes, société commune, etc., etc. Pourquoi à partir d'un certain moment donné, le vivre ensemble acquiert densité, fréquence par rapport à ces autres notions. Il y a comme, en tout cas, c'est également une autre hypothèse, comme une valse des termes qui disent le lien social, avec très souvent une forme d'inadéquation, d'imperfection que l'on note, et on a comme l'impression que l'on substitue un terme par l'autre. D'accord? À un moment donné, intégration était très à la mode. Ouais, d'accord. Ensuite, bon, on est passé à autre chose. Et cette cohésion sociale en France, à un moment donné, lors de l'élection chiracienne, on ne parlait que de ça, etc., etc. Donc, voilà également, oui,
il y a un travail qui a été fait sur en tout cas les co-occurrences, d'accord? Les réglages de sens également, pourquoi mieux vivre ensemble harmonieusement, etc., etc. Il y a également la manière dont nous avons, en tout cas Khadijatou Fall rapproche le terme de ce que dit Armory sur certaines notions, à savoir qu'il est, et ça apparaît vraiment de manière très forte dans les réfutations de la notion dans rue 89. C'est-à-dire que c'est cette idée d'imposition-là, hein, contre laquelle on ne peut pratiquement rien. Puisque, comme il le dit, qui refuse de vivre ensemble? Qui refuserait de vivre ensemble? Donc voilà. J'ai une question. Merci beaucoup. J'ai suivi tes travaux depuis l'an dernier, donc c'est un plaisir de voir l'évolution et tout ça, mais j'aimerais t'amener sur un autre terrain, parce que cette année, je sais, avec l'équipe à UQAC, vous travaillez aussi sur toute la question sur le halal. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous appliquez la même méthode et quels sont, je sais que c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais par curiosité, vous faites les mêmes exercices avec ce mot-là, puis quels sont déjà les premiers résultats de cette autre recherche? Alors, sur le halal, oui et non. Parce que, oui, parce qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait sur le mot en tant que tel. Mais nous avons également fait des entretiens, voilà, des questionnaires, etc. Il y a également le sondage qui a été fait sur le halal et sondage qui permet de voir véritablement, en tout cas d'approcher du moins, maintenant on peut être pour ou contre les méthodes quantitatives, des méthodes comme les sondages, qu'est-ce que ça vaut, etc. Mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de travaux qui avaient été faits sur les perceptions du halal, hein, par les populations d'ici, et on a fait ce premier pas-là. Mais sur le terme lui-même, effectivement, l'étude lexicométrique, l'analyse sur les représentations, etc., montre plusieurs choses. D'une part, enfin, le halal est également aujourd'hui dans un processus de nominalisation. D'accord? On dit le halal, ce qui ne se disait pas, énormément en tout cas, parce qu'on est comme dans une phase également là de réflexion, de théorisation et pratiquement d'une entreprise de donner une consistance théorique à la notion. Aujourd'hui, elle est plus étudiée en sociologie, elle est plus étudiée en sciences économiques autour de la question de la finance islamique, de la finance halal, etc., etc. Il y a la question du mariage dit halal qui intéresse beaucoup les sociologues, les anthropologues, etc. Autre élément qui apparaît lorsqu'on étudie donc la circulation de la notion de halal, c'est la manière dont, là tu parlais tantôt d'antonomie, dans les dictionnaires par exemple, où nous l'avons étudié, il est mis en opposition avec un autre terme arabe. D'accord? Or, il s'avère que ces deux termes-là, hein, fonctionnent plutôt pas comme des antonymes, j'allais dire secs, mais comme des antonymes graduels. En tout cas, si on se réfère aux textes religieux, etc. Hein? Antonyme graduel, parce que ça renvoie aux différentes problématiques de la catégorisation. Entre le chaud et le froid, il y a le tiède. Hein? Donc, entre le haram, opposer le haram et le halal, comme c'est souvent fait, à la fois dans les discours de presse et à la fois dans le corpus dictionnérique, c'est fermer tout un espace de dérogation, d'accord, etc. Également, ce qui apparaît dans l'étude du terme, c'est la manière dont il s'installe aujourd'hui en Occident, sature le paysage graphique, etc., où on le retrouve partout, et la manière dont il apparaît même finalement comme un terme de l'Occident, puisque vous pouvez en faire l'étude. Il est très peu utilisé. Par exemple, moi, là d'où je viens, au Sénégal, le mot halal, il y a 95% de musulmans. Bon, enfin, il y a une petite boutade qui dit qu'il y a au Sénégal 95% de musulmans, 4% de chrétiens et 100% d'animistes. Pour parler de la résurgence des pratiques
traditionnel, etc., et du syncrétisme qui a. Mais enfin, 95% se disent musulmans. Et ils utilisent très peu. Le halal est très peu approprié et inséré dans les langues locales. Par contre, il y a un emploi très fréquent du mot haram, donc, etc. Parce qu'ici, il y a une disponibilité plus forte, ailleurs moins, et donc la manière dont le terme est distingué joue également. Il y a également le foisonnement qui s'opère aujourd'hui en Occident, qui apparaît dans nos études du terme, la manière dont le halal concerne une diversité foisonnante, affolante d'objets. Donc, on parle de tourisme halal, de télé halal, d'internet halal, etc., etc. Oui, oui, oui. De choucroute halal, etc., etc., etc. Donc, oui, de nombreuses conclusions qui sont en train de se faire sur l'étude de la notion, indépendamment de ce qui apparaît dans le sondage, de ce qui apparaît dans les entretiens. Mais tout cela sera... Enfin, il y aura déjà une première publication où ces conclusions-là pourront se lire. Ce sera les actes du colloque sur le halal, donc tenu au mois d'octobre et qui paraîtront prochainement. Oui. Merci, mais parce que c'est fascinant, parce qu'on voit toute la politisation, l'appropriation, la convergence, divergence de mots, évidemment liés à le travail de votre équipe aussi. C'est vraiment intéressant. Merci. Merci, Alexandre. Une autre question? Oui. Quand l'occurrence d'un mot devient de plus en plus populaire, est-ce que vous notez pas une dilution de son sens à ce moment-là? Ce qui est, plus on l'utilise, bon, tout le monde connaît, on répète le même mot, on vient que son sens est perdu. Est-ce que vous faites... Par exemple, pour faire la comparaison, si vous additionnez la comparaison vivre ensemble halal, cela apparaît très clairement en ce qui concerne la halal. Il y a un risque de banalisation qui est en train de s'opérer. Il y a même plus qu'un risque de banalisation, une banalisation qui est en train de s'opérer du fait à la fois d'une appropriation diffuse, mais également d'un certain lucratisme là. Parce que le halal, c'est également de l'ordre du business ethnique, et donc c'est devenu pratiquement un label que l'on utilise. Et donc, un adjectif, voilà, absolument. Et dilution du sens de l'expression. Pour le vivre ensemble, moins, il y a un flou qui est perceptible du fait de l'arrimage de la notion à une diversité d'objets, d'auteurs également, etc. Mais une fois de plus, cela on peut le dire, je pense, sans grand risque, que, et à la fois au Québec et ici, si elle n'est pas, ces occurrences multiples-là, si elles ne sont pas d'un axe vertical, c'est plutôt par le haut. Ça reste très peu dans le langage populaire, familier, etc. etc. Voilà. Sur le halal, c'est une perspective comparativiste aussi? Non, on a plutôt travaillé ici, donc voilà, sur le Québec. Maintenant, on a avec des collègues comme Berjo Blacker, Brisbar, anthropologue, sociologue, Lachon également, Stéphane Lachon en Suisse, qui travaille sur la halal. Et donc, forcément, là également, il y a du dialogisme et on profite de leurs conclusions. Il y a Khadijatoullah est en train d'initier, c'est vraiment dans ces balbutiements, une analyse qui viserait en fait comme une sorte de réappropriation de la notion en terre d'islam. Donc, elle est, comme je l'ai dit, la notion qui est fréquente, qui est utilisée, c'est l'arabe. Mais aujourd'hui, justement, comme le débat s'installe ici, comme le mot devient foisonnant, etc., comment il y a un retour de ce mot-là vers l'Est. Mais c'est tout. OK. Ouais, Je pense merci. qu'on va conclure la séance. Merci beaucoup.